je n'engage ni l'Institut protestant de théologie, ni le Comité consultatif national d'éthique actuel. Je vous propose 35-40 minutes, parce que moi, mon attention, au bout de 35 minutes, chute, alors je me mets à la place de ceux qui écoutent. Je vous propose, non pas d'avoir une position comme ça, radicale, pour et contre, qui mimerait le politique. Je vous propose de remettre en perspective, quand vous disiez le changement anthropologique, il n'est pas simplement lié à la procréation. Je pense qu'il est un changement qui est lié à la médecine elle-même. Donc je vous propose de voir en amont quelles sont les conditions qui permettent effectivement cette mutation de la procréation pour voir un petit peu bien sûr l'aborder les questions de la femme seule et du couple homosexuel et la GPA, et pour voir au fond comment subrepticement il y a une ouverture ce que les médecins récusent, mais qui me paraît évident. Je l'avais dit d'ailleurs il y a 10 ou 12 ans quand je présidais le Comité national d'éthique, c'est la tentation eugénique qui est en France extraordinairement masquée, qui dit toujours la main sur le cœur, nous ne sommes pas eugénistes. Il est évident qu'il y a cette tentative. Et pour terminer au fond sur un certain nombre d'illusions que nous procurerait cette liberté. Alors, il y a effectivement depuis... je suis un vieux médecin, mais j'aurais pu assister, comme chacun d'entre vous, à l'intrusion absolument fascinante de la connaissance biologique de l'homme. Nous sommes à une période où les médecins ont construit leur savoir sur de nouvelles connaissances absolument ignorées, et qui, depuis 20 ou 30 ans, a été amplifiée par la connaissance de l'ère numérique, qui est à la source d'un nouveau rapport au corps. Quand j'étais étudiant, le corps, c'était le lieu même de la médecine. Maintenant, le corps est l'absent de la médecine. Ce sont les chiffres, les images, les gènes qui en parlent. Et donc, le rapport que certains appellent anthropotechnie, ça veut dire anthropotechnie, c'est-à-dire comment l'homme est devenu soumis à la technique, est parfois une aide bienfaitrice dans le domaine. Je me limiterai à la PMA. D'ailleurs, c'est intéressant le sigle PMA, parce qu'avant, c'était assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire que c'était l'homme qui était prioritaire et la médecine était auxiliaire. Maintenant, c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire, au fond, c'est un sigle dont le changement n'est pas indifférent. Et donc, évidemment que la médecine et l'anthropotechnie est une aide bienfaitrice. Et dans le domaine de la PMA, moi, je suis très impressionné. Par exemple, je trouve que la greffe d'utérus, c'est une merveille. Alors, les gens disent, ça veut dire que c'est un truc mécanique, mais quand une femme naît sans utérus, qu'elle a ses ovocytes, qu'elle a un conjoint et qui a des spermatozoïdes et qu'elle ne veut pas avoir d'enfant et que on peut lui greffer un utérus pendant 2 ou 3 ans, comme on le fait depuis quelques années, mais c'est merveilleux. Et on lui retire l'utérus pendant 2 ou 3 ans, on lui a permis d'avoir un enfant de l'homme qu'elle aime. De la même façon que, bon, je ne suis pas du tout contre que l'on puisse congeler les ovocytes, parce qu'une femme, même congeler le sperme pour un homme qui est malade, et avant la chimiothérapie, ça fait partie des bénéfices de la médecine qui sont indiscutables et qui sont une protection de la procréation. Mais quand cette anthropotechnie est une soumission, voire une aliénation, qui change alors notre rapport au monde, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une technique médicale, mais ça change notre rapport au monde. J'ai coutume de penser que nous sommes un institut protestant de théologie qui est fondé sur la spiritualité, et que cette spiritualité elle est confiée paradoxalement à la médecine. Au fond, le salut de l'existence, c'est la médecine, c'est-à-dire la santé physique. Santé spirituelle, on verra plus tard. Donc, au fond, sans évoquer le rejet de toute transcendance, je ne suis pas là pour faire l'apôtre de quelque transcendance que ce soit, on est devant une immanence totalitaire qui est liée à une adaptation permanente de l'homme aux changements sociaux et aux demandes de chaque personne, chaque individu, de conformer son propre corps, son propre désir à son imaginaire. Peu à peu, l'histoire
humaine abdique une sorte d'ontologie, sous des mots savants, mais une sorte de préexistence à soi-même anthropologique, en confiant à la seule médecine l'avant-naissance, la naissance. Maintenant, la médecine, elle est présente dès, au fond, la fusion des gamètes, même peut-être même avant, pendant toute la vie, les dépistages à tort et à travers, quelquefois pour le bénéfice, quelquefois pour l'inquiétude, jusqu'à la fin de la vie, on ne conçoit plus maintenant que l'on puisse mourir sans que la médecine vienne y mettre son tampon. Et la connaissance de la biologie, la connaissance des gènes, où on est frappé dans les journaux de voir que chacun fait la publicité de 23andMe, c'est-à-dire qu'on peut, avec un peu de salive, envoyer à Los Angeles par une enveloppe un peu de salive et recevoir des informations sur son origine ethnique, sur tel ou tel risque, nous met en demeure cette connaissance de ne plus dépendre de notre ordre biologique, et de le modifier. Par exemple, de demander à la médecine de conformer son apparence sexuelle à son désir. C'est quelque chose qui, depuis quelques années, est une demande sociétale, pour laquelle je n'ai pas forcément d'avis, mais qui est un changement, alors là, majeur. Quitte à passer, dans le domaine de la PMA, de l'engendrement, qui nous a tous construits jusqu'ici, à la fabrication de l'enfant, d'un humain. Il est tout de même assez étonnant que, sous couvert de science et de progrès scientifique, la conjonction de cette réduction de l'être humain à ses caractéristiques biologiques, c'est-à-dire à ses gènes, voire à ses gamètes, et les capacités actuellement quasi indéfinies, parce que dans 15 ou 20 ans, l'ère numérique, on ne peut même pas imaginer la puissance de feu qu'elle pourra accorder à cette connaissance biologique, nous ramène, et c'est étrange, sans qu'on y prenne garde, à l'état animal. Car en effet, si on y réfléchit bien, la PMA, elle est issue de recherches vétérinaires, ultérieurement appliquées à l'homme. Jacques Testard, je connais bien, qui est pionnier de la PMA avec René Friedman, a été très lucide dans ses conséquences, et il n'est pas médecin, il est ingénieur à l'INRA. On voit très bien que celui qui a été, au fond, le fabricant initial du premier bébé, dont le père biologique est mon ami René Friedman, qui est un grand médecin, mais la société lui confie le cycle de père biologique, pas bien, père médical plutôt. Et donc la PMA a envahi l'univers bovin, l'univers des moutons, et la cartographie génétique lui a donné une sorte de, je dirais presque, de label scientifique. Et donc, la PMA humaine, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, n'est pas une prouesse médicale, n'est pas une prouesse scientifique, mais la simple application à l'homme d'une pratique animale efficace, qui a d'ailleurs maintenant totalement envahi l'univers de l'élevage. On ne conçoit pas d'élevage animal sans passer par une PMA. Donc, ce qui est scientifique, ce n'est pas, pour l'humain, le phénomène même de la PMA, c'est la préparation scientifique des femmes à la procréation par, dans les stérilités, des injections pour que les ovocytes soient préparés, que l'utérus soit préparé à accueillir éventuellement le don de sperme. Et donc, c'est pour le meilleur, cette PMA, quand elle rompt l'absence désespérante de paternité. C'est un drame quand, dans un couple, on ne peut pas avoir l'enfant que l'on souhaite. Et la stérilité, dans un couple, elle vient, dans l'immense majorité des cas, non pas des femmes, mais des hommes. Et on sait que depuis d'ailleurs 20 ou 30 ans, la fécondité masculine s'effondre. Donc il y a un phénomène très, très étrange. C'est-à-dire que or, les travaux dans ce domaine sont relativement mesurés, on ne sait pas très très bien pourquoi.
la charge en spermatozoïdes humaine est en train de baisser. C'est les travaux de mon ami Joannet qui l'a démontré de façon très certaine. Pour le pire, quand elle va permettre des Legos humains, avec d'autant plus de jouissance que cette PMA va fonder sa nouvelle finalité sur le respect et l'obéissance au désir de chacun. On est vraiment dans une situation où, au fond, la revendication, non seulement identitaire, mais la revendication individualiste de « j'ai droit à », c'est possible, pourquoi m'interdire, finit par envahir l'univers de la PMA. Et alors quand cet ordre biologique, et c'est le paradoxe, retrouve une complicité avec la filiation traditionnelle, par exemple, je suis frappé de voir, on dira un mot tout à l'heure encore, sur le refus du Parlement d'accueillir la PMA post-mortem. La PMA post-mortem, c'est exactement le sommet d'un amour d'un être humain qui, homme, avant une chimiothérapie, met ses gamètes, et ces gamètes, certaines femmes, pas toujours, mais pourraient considérer que ce projet d'enfant qui a été fait pendant la vie, qui est interdit par la mort, parce que cette maladie est inguérissable, on va à ce moment-là lui interdire d'accéder à ces gamètes au nom de « on ne peut pas naître d'un mort ». Ça, c'est le fantasme, c'est-à-dire que brutalement, on voit que, comme si la bioéthique se poussait des cris d'orfraie à contresens pour interdire la naissance d'un être humain à partir, au fond, de l'amour, qui est quand même un peu le comble. Parce que l'ordre biologique a besoin d'alliés soumis que l'on nomme bioéthique. Alors là, je vais essayer pendant quelques minutes, de vous montrer le rapport incestueux que peut exercer ce que j'appellerais la médecine de la procréation ou la technomédecine de la procréation, c'est-à-dire l'application humaine d'une pratique animale, rapport incestueux avec la bioéthique. La bioéthique, à mon sens, n'a jamais été la morale de la science. Il faut arrêter ce discours comme s'il y avait une bioéthique normative qui donnait son tampon oui ou son tampon non. La bioéthique, c'est une interrogation qu'elle pose à la science, quelquefois insolente, quelquefois curieuse. Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est votre finalité que vous poursuivez? Et donc, à mon sens, l'instrumentalisation contemporaine de la bioéthique ne fait guère de doute. Parce qu'elle a choisi son camp, celui de l'adaptation tous azimuts à la technoscience, plutôt que les interrogations sans réponse claire. C'était Claude Lurier, directeur de Curie, qui disait, cette phrase très claire, à mon avis, la morale, c'est la réponse avant la question, l'éthique, c'est la question sans la réponse. Et je pense que cet embarras que l'éthique peut susciter dans une société n'est pas toujours du goût du politique qui lui demande une complicité. À partir du moment où le possible est réclamé à tue-tête, que la société clame, comme elle le fera probablement dans quelques mois sur la fin de vie, l'humain ramené à la connaissance de son fonctionnement abdique naturellement toute réflexion sur sa finitude, sur ses limites, pour dire désormais, je ne veux plus du hasard. Je veux être maître de mon destin. Je ne veux plus dépendre de mes limites naturelles, de mes limites physiologiques. Et d'ailleurs, l'humain, comme certains, Alexandre, etc., clament dans la société que désormais l'humanité est indigne des maladies génétiques dont elle souhaite désormais l'éradication, en oubliant que éradication d'être humain. Donc, le biologique demande la dissociation absolue et définitive. Il est vrai qu'il y a une dissociation entre la sexualité et la procréation. Chacun le sait très bien, mais là, il y a une sorte de césure totale entre sexualité et procréation, la sexualité pour le fun, la procréation
pour la création d'êtres humains, le moins possible, insérés dans une chaîne d'héritage, de filiation qui vient du fond des âges. La question contemporaine, c'est être soi à l'origine d'eux, et non plus venir d'eux. Le désir d'enfanter, mais pas le droit d'un enfant de s'inscrire dans une chaîne de filiation, ou alors de s'inscrire dans une chaîne de filiation amputée, de la Poitiers, et en particulier de la chaîne paternelle, parce que la chaîne paternelle est soudain mise au banc. J'ai quand même été un peu surpris de la phrase de Jean-Louis Touraine, avec lequel j'ai eu un échange à Sciences Po un peu difficile. On avait des débats un petit peu contradictoires, et la seule réponse qu'il m'a faite, c'est que j'étais un croyant. Et par conséquent, étant un croyant, j'étais vidé de toute légitimité de la discussion. Jean-Louis Touraine dit « Le droit à un père n'est plus un droit inaliénable. » Bon. C'est sa position. Donc la bioéthique est dans une situation extrêmement inconfortable. Parce que elle est tentée par le savoir normatif qui est, selon l'expression de Saint-Aul, le directeur d'études, devenu parfois une métaphysique idéologique. Elle est tentée par la norme plutôt que par un questionnement indéfiniment répété, majeur, en profondeur sur l'herméneutique des valeurs. Moi, je me méfie toujours quand les gens, la main sur le cœur, disent « ma conviction, je ne bougerai pas ». L'herméneutique des valeurs, une société, elle a besoin d'affronter ses propres valeurs aux valeurs des autres en termes de responsabilité. Une société ne peut pas vivre si chacun est dépositaire de convictions absolues dans lesquelles il s'enferme. Et le problème de l'éthique, c'est qu'on lui demande, une situation empirique, c'est de faire droit à l'éthique de conviction d'un groupe quelconque, à toute singularité, en même temps que de rappeler ou proclamer l'universel kantien de la condition humaine universelle. Et alors le problème, c'est que le politique, il voit dans cette complaisance de la bioéthique une merveilleuse occasion de répondre avec une sorte de tampon de moralité indispensable aux demandes des minorités soucieuses qu'on fasse désormais droit à leurs demandes personnelles plutôt qu'à la recherche d'un bien commun qui est devenu totalement abstrait, au profit des tentations individualistes encouragées paradoxalement par les pouvoirs publics qui se dégagent ainsi de leur responsabilité d'assurer, au fond, une responsabilité collective du maintien de ce lien. Alors la PMA, concrète, désormais bientôt inscrite dans la loi, bon, il y aura peut-être un échange entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais comme l'Assemblée nationale, c'est elle qui décide en dernier lieu, je pense qu'il y aura peut-être quelques modifications, mais à la marge, qu'un couple homosexuel féminin veuille des enfants, il n'y a rien de plus légitime à partir du moment où la loi française républicaine leur a donné la possibilité de se marier. Le mariage est tout de même une institution qui est destinée à avoir des enfants. Donc fonder une famille est un droit parfaitement respectable, mais l'embarras commence. Et on le voit très bien quand les tensions qui ont resté, mais qui sont sous-jacentes, quand la revendication de ces minorités, pour l'égalité absolue, veut masquer les ressources de la PMA en disant qu'il n'y a aucune différence entre un couple hétérosexuel stérile et un couple homosexuel non stérile, pour créer des situations de fiction. Deux mères inscrites dont l'une accouche et l'autre adopte. Et quand ça sera marqué sur l'état civil, deux mères, évidemment, pour l'enfant qui sera héritier de ce carnet, il sera différent d'une insémination dans un couple hétérosexuel où, a priori, le père social est réputé, avec sa liberté de le dire ou de ne pas le dire, qu'il est issu d'un tiers d'honneur. Donc, le fait que cette possibilité, cette inscription dans la loi de mère et mère n'est pas acceptée. Et il va y avoir des recours en disant qu'il n'y a aucune raison qu'un couple hétérosexuel et un couple homosexuel se retrouvent dans le livret de famille avec une situation différente.
D'ailleurs, le père biologique, dans une situation de mariage homosexuel, qu'on le veuille ou non, aura, avec la reconnaissance de son identification à l'âge de 18 ans, une puissance symbolique et réelle, infiniment plus grande que dans un couple hétérosexuel où le père social, ça peut être aussi son déficit, mais le père social, il a été celui qui l'a élevé. Et là, il n'y aura pas de père qui l'a élevé. Et par conséquent, on peut imaginer que les enfants vont fixer sur ce père biologique un imaginaire d'un fantasme considérable et pour lesquels, alors là, les travaux sont quasiment inexistants. Et c'est tout de même une question, là, anthropologique majeure. Donc, si sa mère disparaît et qu'une femme seule veut un enfant, si sa mère disparaît, un cancer, un accident, l'enfant est orphelin. Et un enfant orphelin, vers qui va-t-il se diriger? Éventuellement ce père biologique. Et on sait très très bien qu'avec les méthodes actuelles d'envoi la salive à Los Angeles pour 200 € ou 150 €, il va pouvoir identifier très rapidement ce père biologique et il va être à sa recherche ou à sa poursuite. Il sera en effet 1000 fois plus demandeur de l'identité de son père biologique que il sera tout seul au monde. Et donc, c'est étonnant que cette femme seule, qui désire plus que tout recevoir les gamètes de la part de l'homme qu'elle a aimé, mais qui est mort, et qui avait avec elle ce projet parental. Je me souviens, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai pu aider un tel couple espagnol et italien à ce que les gamètes interdits par la loi de cet homme qui était italien et qui était mort et dont la femme voulait, qui avait commencé un processus de fécondation in vitro, la mort a interrompu. Et au Conseil d'État, le fait simplement que lui soit italien et que sa femme soit espagnole lui ont permis d'avoir les gamètes et est née une petite fille adorable et qui permet à cette famille, au fond, d'avoir non pas le souvenir, mais au fond l'héritage. Et c'est d'une puissance symbolique extrêmement forte. Et alors là, l'ordre biologique se dresse en disant c'est scandaleux, on ne naît pas d'un mort. Je trouve que le paradoxe d'une loi indifférente au destin d'un enfant, d'une femme seule ou d'un couple homosexuel, se voit opposer une espèce de refus de la main sur le cœur en disant on ne naît pas d'un mort me paraît être une contradiction, alors là, éthique majeure. Et ce qui constitue un déni d'éthique, parce que ça contraint cette femme, veuve, à un adultère biologique, parce que si elle veut un enfant, elle peut avoir un nouveau conjoint, mais si elle ne le veut pas, eh bien, il faudra qu'elle ait une insémination d'un inconnu. Et je trouve que là, on tombe dans quelque chose qui est tout de même assez étrange. Comme si, au fond, le politique, au dernier moment, se drapait dans une posture éthique à contresens. Et d'ailleurs, on voit très bien les cris d'orfraie sur la GPA, la main encore sur le cœur, en disant c'est scandaleux, instrumentalisation de la femme. Dans 6 mois, le droit l'inscrira, parce qu'à ce moment-là, les minorités homosexuelles masculines diront, ou un homme tout seul, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un homme tout seul ne dit pas j'ai le droit à une GPA, c'est pas un couple d'hommes, puisqu'à partir du moment où une femme seule peut avoir un enfant, un homme seul peut très très bien avoir une GPA, partir en Ukraine et revenir avec un enfant, et tout le monde dira, bah oui, on n'a pas le choix, et l'égalité, etc. Et les nouvelles filiations à 5 ou 6 parents, issues des transgenres où le père sera devenu la mère et la mère devenue le père, vont contribuer à transformer les familles en auberges espagnoles, où chacun apportera sa contribution dans des improvisations indéfiniment renouvelées, où le biologique dira « mais voilà, c'est possible », et le droit, intimidé par ce que le biologique peut faire, dira à la bioéthique « eh bien écoutez, est-ce que vous y voyez un inconvénient ?» Et la bioéthique, paralysée par un questionnement dont elle aura perdu éventuellement la finalité, garantira cette possibilité. Et il y a 3 points essentiels pour terminer
dans cette histoire qui sont des points aveugles. Le premier point aveugle, c'est les donneurs de sperme. Comment imaginer, comment exiger d'eux qu'ils consentent à donner leur sperme, d'abord anonymement, de façon indifférente? Ils ne sauront pas si leur sperme pourra aller vers une femme seule, vers un couple hétérosexuel stérile ou un couple homosexuel. La loi française garantit, quand on donne son sang, on ne dit pas « je veux le donner à ma femme, je veux le donner à mon conjoint, je veux le donner à un Normand, à un Breton, à un Corse, à un Chinois ». Non, on donne son sang. Et son sperme, on le donne à une femme qui le demande. Donc on est un taureau, au fond. Et d'être reconnu dans son identité, comme la loi va le proposer, à 18 ans, au moment même où ce donneur de sperme, généralement plutôt jeune, 22, 23 ans, souvent étudiant en médecine, aura fondé sa famille. Et comme chaque donneur de sperme peut donner 10 fois, dans la loi française, il va se retrouver, lui, avec sa famille, et l'en fonder avec 1 ou 2 enfants, et voire 10 enfants arrivés, 18 ans après, et non pas forcément réclamer quoi que ce soit, mais vous imaginez le bouleversement familial d'un moment qu'il aura complètement oublié. Ah, il y a 20 ans, mais qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est vrai, mais je me souviens plus. Oui, j'ai eu un geste de générosité. Il va se retrouver dans une situation conflictuelle que les psychologues, n'ont pas encore, à mon avis, pensé. Tout cela est humainement irresponsable. D'autant plus que leur statut de père biologique, qui jusqu'ici était protégé par le père social, qu'il soit révélé ou non révélé, mais le père social a une importance évidemment plus grande que le père biologique. Cette difficulté de recrutement risque d'être à nouveau contournée, et je l'ai vu encore il y a quelques jours dans les journaux, par la demande des associations de gynécologues, président Nizan, que je connais bien, qui est quelqu'un de très raisonnable, et qui dit, mais évidemment, les gens ne vont pas donner, donc il faut les payer. Et donc on va rompre, au fond, le totem éthique français qui était du don anonyme, volontaire et gratuit. Et dans le monde, quand la France a voulu internationaliser le don gratuit du sang, Bernard Kouchner avait essayé d'en faire une loi européenne, il s'est heurté à l'Europe qui disait que la gratuité, c'est un fantasme français qui est absolument un empêcheur de tourner en rond et que les gens pouvaient donner et vendre ce qu'ils voulaient. Et quand l'enfant apprendra que son géniteur a touché une somme qui va être variable actuellement, on estime en Espagne c'est 1000 euros, avec l'inflation ou la rareté, il y aura un prix et on peut imaginer que l'enfant sera surpris d'être issu d'un marché. Deuxième point aveugle, l'expertise technique que permet la dissociation entre la sexualité et la procréation font que cet embryon, il est disponible pour la médecine après la congélation, pendant les jours avant l'insémination. Alors, c'est merveilleux pour les couples qui ont des maladies génétiques et qui veulent éviter, c'est tellement humain quand il y a un risque génétique tellement fort, des maladies de Huntington, une maladie redoutable, et quand des gens veulent se marier, savoir que, au fond, leurs gamètes ne sont pas porteurs de ce risque génétique, mais on remercie le ciel que ce diagnostic préimplantatoire existe. Le problème, c'est que si on passe de cette possibilité ouverte à quelques maladies redoutables, à une banalisation, de vouloir faire l'expertise génétique de l'embryon, on l'a sous la main, profitons-en pour regarder si il est comme 23andMe, porteur de telle ou telle maladie génétique. On va regarder un petit peu si il est porteur des gènes du cancer pour les cancers du sein de la femme, BCR1, BCR2. Et donc, une sorte d'expertise préimplantatoire, et on rentre, évidemment, dans un domaine d'eugénisme positif redoutable. Et je pense que la médecine, qui est toujours animée par un sentiment de bienfaisance, d'être au fond un auxiliaire de la vie dans ce qu'elle a de meilleur, et
l'ADN du médecin, c'est d'être bienfaisant, de lutter contre les maladies. Mais dans un certain domaine, à un moment donné, c'est qu'à partir du moment où la connaissance génétique fait que la médecine se sent responsabilisée dans le choix d'écarter ce qui pourrait être éventuellement dans une sorte de transmission d'une maladie génétique inconnue. En plus, qui s'accompagne de cet encouragement, je crois qu'il y a 200 000 Français qui ont fait leur cartographie génétique, et moi j'étais frappé du nombre de médecins qui disent mais c'est tout à fait normal, et même le CCNE considère qu'il désormais il est souhaitable, avant, si on a un embryon, de le regarder à partir des cartographies génétiques du père, de la mère, d'un couple hétérosexuel, du donneur, et on peut imaginer que les couples hétérosexuels diront désormais faire un enfant par voie sexuelle, c'est une prise de risque au nom du principe de précaution, tout de même un peu étrange et un peu osée, voire hasardeuse. Donc, bien sûr, j'exagère, mais pourquoi les couples hétérosexuels ne désireraient pas une fécondation in vitro? Il y a des personnes qui ont une anxiété majeure. Dans leur famille, il y a un grand-oncle qui avait un bec de lièvre et ils disent, est-ce que par hasard, j'ai eu cette phrase, est-ce que le risque d'avoir un enfant avec un bec de lièvre, c'est pas agréable, c'est pas un drame, eh bien, pourrait demander, avant de faire un enfant, de regarder s'il n'y a pas ce risque intolérable. Et étonnamment, pour une fois, la ministre, Agnès Buzyn, a été plus éthique que le CCNE quand elle a dit « je ne veux pas qu'on inscrive dans la loi l'expertise génétique de l'embryon ». Là, moi, j'ai été assez impressionné parce que, en général, le politique, il est plutôt laxiste. Et on ne peut pas lui reprocher dans ce domaine. Elle a dit non, je crois que peut-être, au fond, son passé, la façon dont elle a eu au fond, une vision dramatique du monde, peut-être lui a donné ce sentiment qu'il fallait savoir s'arrêter. Dernier acteur, tapis dans l'ombre, mais le plus redoutable, parce qu'il est le plus masqué, c'est le marché. En Espagne, le marché de la procréation, c'est 8 milliards d'euros. Et l'Espagne est le champion de la procréation, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers. Et donc, avoir un enfant par des techniques de procréation, mais quelle est la femme qui ne dépenserait pas beaucoup d'argent? Avoir un enfant, ça n'a pas de prix, comme on dit. La santé n'a pas de prix, mais encore plus, moins d'avoir un enfant. Et par conséquent, les laboratoires privés, là encore, qui ont été écartés par la loi, il y a eu un moment de flottement où on disait peut-être que les banques d'ovocytes pourraient être des banques privées, et là, il y a eu encore un peu de prudence. Ça ne va pas tenir très longtemps, parce qu'il y a une telle rareté des gamètes, que d'un côté, les gamètes vont être l'objet d'une indemnisation, et les ovocytes vont être l'objet d'une indemnisation. Mais on voit très bien que, au fond, le marché biologique, c'est des dizaines de milliards, c'est extraordinairement... le marché de la procréation est un marché illimité, et qui est un marché qui est en pleine croissance si on n'y fait pas garde. Parce qu'il est fondé sur la crédulité d'une humanité qui est entretenue dans une sorte d'illusion de liberté. En fin de compte, ce qui me frappe, et en tant que médecin, mon âge me permet d'avoir eu une vision non pas meilleure que les autres. J'ai été aussi naïf. Et d'avoir le sentiment que depuis 50 ou 60 ans, le biologique intimide. Il fascine le social. Et il contraint le droit et la bioéthique à s'aligner, récusant à juste titre l'état de nature éternelle. La nature n'a rien d'éternel. On sait très bien que l'humain de 2019 n'est pas le même que celui de 1919 et encore moins de 1719. Les mutations humaines changent. Mais la culture contemporaine, elle offre parfois ses promesses faustiennes en masquant ses soumissions ou ses addictions.
Et l'intrusion simultanée de la technologie, du numérique, du quantifiable et du biologique dans nos vies a fini par totalement envahir le champ de la réflexion de l'homme sur lui-même en lui offrant l'illusion merveilleuse d'un humain à la fin du début du XXIe siècle, d'une nouvelle liberté dans un monde devenu transparent et fonctionnel, adapté à ses désirs, alors qu'elle n'offre en réalité, et c'est là où peut-être il y a quand même une sonnette d'alarme, une aliénation perverse sous la marque d'un progressisme. L'anthropotechnie nous fait prendre conscience, en creux, de cette logique de prestation de services, des désirs individuels. Et que nous sommes, et pour moi ça a toujours été l'alpha et l'oméga de l'existence, que nous sommes avant tout des êtres de relation, et non pas des êtres pathétiques dans leur ego surdimensionné, enfermé. Des êtres de relation avant d'être des êtres singuliers. Que c'est, et les philosophes m'ont appris, et je suis sûr que c'est la phrase la plus importante, que c'est le tu qui fait le jeu, et non pas le jeu indéfiniment renouvelé dans les selfies de chacun devant la tombe du président Jacques Chirac, qui se dissout, qui dissout le jeu. Tel est, à mon sens, le vrai message anthropologique contemporain. Merci. Le problème, c'est que les études, d'abord, concernent 20 ou 30 personnes à chaque fois, et sont faites par des groupes militants. Parce que, évidemment, que pour tous les groupes militants dans ce domaine, il faut apporter des preuves. Or, ces groupes militants posent des questions qui sont du même genre. Est-ce que vous voulez, est-ce que les enfants sont heureux? Vous imaginez que ça dépend du jour et qu'il n'y a pas de suivi psychologique sur de longues périodes et que c'est pas comme ça dans une queue de cinéma. Est-ce que tu es content de vivre dans ces conditions? Donc les études ne sont pas à la hauteur du questionnement. Deuxième point, c'est que durant l'audition à l'Assemblée nationale, la presque totalité des psychiatres ont mis en garde les parlementaires sur ce qu'ils observaient, eux, comme capture par la mère de cet enfant qui devient un objet différent, parce que un enfant qui est dans une mère, c'est différent d'un enfant dont la mère est veuve et qui vit dans l'imaginaire de l'homme qu'elle a aimé. Et donc, ils insistaient beaucoup, tout ce que j'ai pu lire, et ils l'ont dit, mais alors là, ça a été complètement écarté, parce que Jean-Louis Touraine a dit, non, les études montrent. Les études, elles n'existent pas. Elles sont simplement des petites études qui, au fond, nous sommes dans l'ignorance. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être. On ne peut pas être de mauvais augure, mais on ne peut pas en faire une sorte de certitude qui fait que désormais, la procréation médicalement assistée des femmes seules va mettre au monde des enfants comme les autres. Ils seront peut-être des enfants perplexes. On l'a très bien vu d'ailleurs comment, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en Chine, les enfants uniques sont des enfants indéfinis, très différents des enfants d'une fratrie importante, très égoïstes, très individualistes. Donc on peut imaginer que la psychologie individuelle et collective de ces enfants sera perturbée, mais au fond les arguments sont des arguments à venir et non pas des arguments actuels. On ne peut pas se draper dans une sorte de connaissance qui n'existe pas. Quant au deuxième point, je ferai une réponse très simple. Bien sûr, du temps de Molière, mais le problème n'est pas de savoir si les femmes sont heureuses ou pas heureuses, c'est la liberté. Et que oui, le principe même d'une culture contemporaine, c'est avant tout la liberté. Alors on peut dire, oui, mais alors c'est de la liberté pour les femmes, alors pourquoi pas la liberté d'avoir un enfant? Je pense qu'il ne faut pas élargir, parce que là, il y a un tiers, et le tiers, c'est l'enfant. Alors que dans une femme qui épouse par amour, c'est sa liberté d'épouser, de ne pas épouser.
c'est à mon avis très différent d'une femme qui demande à la médecine et à l'État une aide à la procréation parce que le tiers, qui est l'enfant, je lisais il y a quelques jours un article de Rosenzweig qui préside le tribunal pour enfants de Bobigny, qui est extraordinairement alarmiste et qui dit « Moi, ça fait 40 ans que je travaille avec des enfants qui sont l'objet, qui font de la délinquance et il dit, lui, il met en garde parce qu'il dit les profils que je vois, eh bien, c'est souvent des enfants qui vivent dans les conditions monoparentales et qui ont perdu tout repère. » Je partage votre indignation. Et d'ailleurs, le président actuel du comité, Jean-François Delfrécy, avait dit qu'il y avait une différence majeure. Et il était hostile. Mais il n'a pas pu résister. Mais au fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est radicalement différent. Venir de deux, qu'ils soient homo ou hétérosexuels, peut éventuellement ne pas poser des problèmes majeurs. Mais être un, à quelque chose qui fait que le psychisme de cette femme influe sur le psychisme de l'enfant et qu'il faut vraiment une force à cet enfant. Il va lui manquer quelque chose. Alors, bien sûr, il pourra se développer, mais moi je suis frappé de voir, je discutais hier avec une femme qui ne s'est pas remis d'être bâtarde, comme elle me le disait. Bâtarde à 80 ans, elle est encore angoissée par le fait au fond, d'avoir été un enfant d'une femme seule. Et sa vie a été bouleversée. Et donc, je crois que c'est une question, alors là, vraiment anthropologique majeure, que les psychiatres ont raison de souligner, mais qui a été écartée comme avec des involtures. J'ai été une génération qui a vu des femmes mourir d'avortement. Et vraiment, le droit d'avorter, pour moi, ça fait partie des droits existentiels, des droits de l'homme, des droits de la femme. Tu parles de droit? Oui. Oui. Et donc, je ne vois pas qu'on rentre dans ce débat, mais vraiment, je pense que quand on voit les pays qui commencent à revenir là-dessus, avec cette tentation américaine, sud-américaine, là, je trouve qu'il y a une régression de la condition humaine. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut être indifférent et que chaque femme peut avoir... et que peut-être nos sociétés sont assez indifférentes à l'enseignement sexuel, mais vraiment, je pense que quand même, je veux dire un mot, j'ai été très choqué quand des médecins, gynécologues, chefs de service, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, la main sur le cœur, disent « moi je ne fais pas d'avortement ». Mais comme la loi m'oblige, ils vont demander à leur chef de clinique, musulman généralement, pour lequel c'est une violence spirituelle énorme de le faire. Et eux se dégagent en disant « moi je ne fais pas d'avortement ». Je trouve que, au fond, le médecin gynécologue, il doit venir en aide aux plus vulnérables. Il peut très très bien dire à la jeune femme, écoutez, vraiment, vous faites attention, mais il n'est pas là pour être un redresseur de tort. Et je trouve que, moi, j'ai dans ma mémoire les femmes qui sont mortes d'avortement. Et je me dis que jamais je ne souscrirais à une sorte de loi qui reviendrait sur une non-légalisation de l'avortement. Le problème, c'est que un être a besoin de vivre dans une sorte de vision symbolique de l'existence. Combien d'enfants ont perdu leur père à l'âge de 3-4 ans, mais ce père, il est là. Il est là, il est présent en photographie, il est l'héritier d'une famille. Et donc l'enfant peut s'inscrire dans cette continuité familiale. Et ça n'a rien à voir avec une femme seule qui, d'elle-même, là, l'enfant, il s'inscrit dans une fratrie, il a une continuité, et il peut être extrêmement reconnaissant de son existence en disant « mais il a donné ses gamètes avant de mourir, et ma mère, sa compagne, sa femme, mais j'ai eu le bonheur ». Et donc je pense que c'est radicalement différent. Et
moi, je fais tous mes efforts pour que la loi change dans ce domaine. Alors, je ne suis pas extérieur à l'humanité. Ce serait ridicule de ma part de dire, voilà, l'humanité change. Simplement, je peux dire, c'est que notre société, elle ne supporte pas ceux qui sont, qu'on pourrait appeler, au fond, pas les handicapés, mais ceux qui sont porteurs de maladies génétiques. Moi, j'ai été frappé de voir, par exemple, maladie de Marfan. Mendelssohn, le président Lincoln, était porteur de maladie de Marfan. Le général de Gaulle avait un Marfan aussi. Et donc, imaginez que, désormais, on supprime un certain nombre de personnes qui, sous prétexte qu'ils ont tel gène, n'ont plus droit à l'existence. Et là, il y a une éradication, et donc une société qui rétrécit comme les bovins. On rétrécit notre différence. Et là, je pense que sur le plan de notre contemporain, il y a un signal d'alarme. À force de dire il faut avoir la normalité a fini par enfermer le destin de l'homme, il y a, à mon avis, un danger majeur. Je ne dis pas pour ça qu'il faille être indifférent, mais je trouve que, pas ouvrir le débat sur la trisomie 21, je trouve qu'il y a une... Quand on voit comment la France a un jugement d'exclusion vis-à-vis de toute personne qui est un peu différente, un peu grosse, un peu maigre, un peu naine, un peu grande, un peu bec de lièvre, pas bec de lièvre, un peu marfan, un peu hémophile, comme si on devrait se débarrasser de tout ce qui tâche l'existence. Et là, je trouve dans ce domaine qu'il y a quelque chose qui est peut-être, dans un profil d'humanité à venir, extraordinairement risqué. Et on l'a vu désastreux par l'enfermement qui fait que, au fond, la réduction d'un être humain à ses caractéristiques. Un dernier exemple. Quand j'étais président du comité, nous avions des liens extrêmement étroits avec les Allemands. Et on avait des réunions 2 fois par an à Paris ou à Berlin. Et quand j'arrive à Berlin la première fois, je vois au comité d'éthique un être totalement difforme. Une tête, un tronc, pas de bras, pas de jambes. Je me dis vraiment, les Allemands sont tellement coupables d'avoir eu des conduites pendant la guerre qu'ils ont été vraiment, ils ont poussé quand même un peu loin peut-être. Et on les change. Cet homme a parlé. Il était de très très loin le plus intelligent de nous tous. De très très loin. Ce qu'il disait était une merveille humaine. Et je me dis au fond que tout cela, en France, est considéré comme anecdotique, alors que pour moi c'est fondamental. L'accueil de l'autre, quel que soit son handicap. Quel que soit son handicap. J'étais il y a 15 jours dans une usine, voir des autistes qui travaillaient, leur bonheur de travailler comme les autres faisait qu'ils n'étaient pas dans un hôpital. Et je trouve qu'il y a tout à fait... Quand je parle d'eugénisme en France, c'est qu'il n'est pas clamé, mais il est le fait. La question du comité d'éthique, c'est une question très importante, parce que le comité d'éthique est dans une situation nouvelle par rapport à la situation où j'étais, où jamais le président de la République ou le Premier ministre nous demandait, avant une loi, quel est votre avis? Parce que moi, j'aurais refusé de répondre dans ces conditions. Parce que notre travail était de mettre sans arrêt à jour des questions sous-jacentes et de rendre complexe toute question. Et de laisser aux politiques la liberté. C'est sa fonction, de dire, voilà, on va dans tel sens ou dans tel sens. Et éventuellement, peut-être de protester quand des questions, alors que nous considérions comme humainement extrêmement préoccupante, de le dire. Et depuis, moi j'étais sous la présidence de Jacques Chirac. Et le président Sarkozy, ça n'a pas fait long feu. Il fallait que je m'en aille, mais je suis parti vraiment comme ça, éjecté. Et donc, le président Hollande a commencé à dire, moi je ne ferai pas une loi sans demander l'avis du comité d'éthique. Et le président Hollande, quand j'étais plus président, m'a demandé de faire une mission en interrogeant les Français sur la fin de vie. Et
Bon, moi j'ai fait une mission, mais on a complexifié le rapport à la mort, etc. On n'a pas préparé la loi. Et le président Macron, pour lequel moi j'ai un immense respect et l'admiration, mais il piège le comité d'éthique en disant « je ferai une ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples, et je demande l'avis du CCNE. » Et le CCNE est extrêmement embarrassé parce que, au fond, il est dans une situation, si il empêche, on considérera que ce sont des vieux barbons qui sont un peu conservateurs, retardataires. Donc, à mon avis, je pense que il faudra que ça cesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le gouvernement s'appuie sur le CCNE pour savoir si on peut aller dans telle ou telle direction. Il peut demander au CCNE de l'éclairer sur les enjeux, éclairer, de montrer la complexité, et que lui dise, ben oui, nonobstant, j'y vais. Mais c'est la responsabilité du politique. Il ne faut pas qu'il fasse reporter sur le CCNE ce que j'appelle le tampon éthique. Parce qu'à ce moment-là, il dévalorise le CCNE, qui devient une autorité non pas indépendante, mais une autorité soumise. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas sain. Je crois qu'il y a une confusion sur l'égalité. Comme je pense tous les citoyens, moi je respecte infiniment les couples homosexuels que je connais, qui sont des gens merveilleux, hommes et femmes. Je respecte aussi leur désir d'avoir des enfants. Le problème, c'est que on confond ce que vous dénoncez comme une intention qui fait l'enfant avec une homophobie, qui n'a rien à voir. Et que le danger, c'est qu'à ce moment-là, au fond, la revendication d'égalité aboutisse paradoxalement à ce que on se révolte en disant mais c'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'on peut avoir un respect infini, exactement le même pour une personne homosexuelle, hétérosexuelle, sans qu'il y ait l'ombre d'un feuille de papier à cigarette, et considérer que les conditions de son existence ne permettent pas la même physiologie. Et donc, et là, je trouve qu'il y a quelquefois une parole qui est craintive et qui a peur d'être considérée comme réactionnaire, comme homophobe. Et là, je trouve qu'il y a un piège, et je trouve que, l'Amérique, c'est le règne du soi. C'est pas le règne de l'autre, c'est le règne de pour soi. Et donc, c'est chacun enfermé dans son petit bungalow, avec ses intérêts, sa famille, ses enfants, son argent, sa voiture, Et donc, je pense que nous, en France, et peut-être en Europe, peut-être même plus en France, on a eu quand même une culture philosophique qui fait que l'altérité est première par rapport à son misérable soi. Et je trouve que là, ce que vous dénoncez me paraît effectivement quelque chose de très grave, parce que c'est, au fond, il y a une sorte de nappe qui s'étend et qui considère que ça encourage chacun à considérer que ses désirs doivent être respectés par le plus grand nombre, quel qu'il soit. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, de dramatique pour le bien commun. Actuellement, la lettre dit des données non identifiantes. Mais on le sait depuis 1 ou 2 ans, où des enfants nés par insémination ont découvert, par ce travail sur les gènes, à partir du moment où les gens mettent sur Internet leurs gènes, et que peu à peu, avec un travail, avec la puissance de feu de la génétique, il est évident que les personnes vont être identifiées nommément, et donc il y a la nomination, l'identification du donneur en termes de personnes non pas porteuses de telle ou telle caractéristique, elle sera nommée, et donc les procréations actuelles, que ce soit hétérosexuelles, homosexuelles ou femmes seules, aboutiront à l'identification des donneurs. C'est évident. C'est pas le cas actuellement, parce que la loi maintient l'anonymat, mais c'est fini. Techniquement, c'est possible. Ah ben oui. Quels sont les donneurs qui vont arriver? Parce
d'abord, c'est un parcours du combattant. D'abord, on va vous identifier avec vos gènes. On va savoir, il faut faire sa carte génétique. On n'a pas forcément envie de passer par, au fond, l'identification de tous ces gènes. On va remonter aux grands-parents. Parce que, si vous voulez, il y a une expertise du donneur de sperme qui est 1000 fois supérieure à l'homme qui a une relation sexuelle. Donc, cet homme va être décrypté avec une véritable fiche anthropologique. Et puis, 18 ans après, les 10 enfants, parce qu'il y en a 10 qui peuvent naître, et forcément il y en aura 10, puisque un don de sperme c'est tellement précieux que les 10 vont naître, et alors on va avoir ces 10 enfants qui vont arriver nécessairement, et qui vont peut-être très gentiment dire « Oh, papa, tu y es pour rien, on va pas t'embêter », mais s'ils sont eux dans une situation économique désespérée, comment voulez-vous qu'un père dise je vais t'aider, et puis c'est fichu. Donc on change. Et, au fond, ce que je veux dire, c'est que les questions secondes ne se limitent pas à la procréation, c'est l'après. Et au fond, c'est l'accès génétique, c'est l'expertise génétique qui va réduire au fond à des gènes dits normaux, le futur anthropologique, et en même temps, comment imaginer qu'un être humain se retrouve 20 ans après avec une cohorte de 10 enfants qui demandent quelque chose. Et là, on n'est pas dans les approximations, on est dans les certitudes, et ces questions, elles n'ont pas été posées. Elles n'ont pas été posées. Et je trouve que là, il y a une espèce de... Parce que les autres sociétés La France est le seul pays au monde à faire deux choses, la gratuité. On peut imaginer que les Belges, les Espagnols vont venir en France. Parce que la gratuité des dons, c'est un totem en France. Et donc les autres pays, ils payent. Alors c'est la liberté de l'argent. La liberté de l'argent, bon, c'est les conséquences de la liberté de l'argent. Quand les enfants découvrent que leur mère a eu des ovocytes d'une étudiante de Harvard je pense qu'il peut avoir un malaise, avoir l'impression qu'elle a touché de l'argent pour faire ses études et qu'il est le fruit d'un marché financier. L'illusion humaine, c'est de penser que les gènes sont importants. Je ne dis pas que la génétique n'est pas importante, mais la nature humaine est plus complexe que ce que les gènes disent. Et l'environnement est plus important à la limite que les gènes. Vos gènes à Paris en 2019, le même gène, à Singapour ou en Bolivie en 2019 aura des effets différents, pour la plupart. Bien sûr, il y a quelques maladies, mais elles sont identifiées. L'hémophilie, le Huntington, le diabète. Mais l'environnement va modifier les gènes et on sait que la place, on a le même gène, vous et moi, mais le gène A, mais le gène B, il est à une place un peu différente, 15 degrés de différence. Le gène A n'aura pas la même activité que le gène B. Donc l'illusion qu'on fasse du bricolage génétique pour changer l'homme à quelque chose vraiment d'une naïveté vraiment pathétique. Le danger, c'est de prendre à la lettre éventuellement le sentiment que les gènes sont importants pour éventuellement les retirer et à ce moment-là faire un bricolage dont la naïveté rejoint le tragique. Le problème, c'est pas une société, c'est une société qui, quand je parlais de l'ego tout à l'heure, qui est fascinée par le bricolage humain, parce qu'elle pense que désormais l'humain est à sa disposition. Heureusement, l'humain est beaucoup plus complet, et il sera toujours, même avec la puissance des ordinateurs dans 100 ans, la relation humaine du génome à l'environnement, avec ce qui d'ailleurs se prépare sur le changement climatique, fait que il y a des gènes de 1805 qui sont présents dans l'humanité, qui étaient complètement tapis dans l'ombre, qui ne servaient à rien, qui peut-être, dans 40 ans, avec des températures à 45 degrés, vont ressortir. Donc l'humanité est plastique. Et heureusement, la génétique
elle n'est que marginale pour éviter des maladies bien identifiées, mais qui sont, je veux dire, c'est rien par rapport à l'immensité de la complexité génétique. Donc, tous les discours sur l'homme augmenté, c'est pour le cabaret, c'est pas pour la médecine. Et il y a une espèce d'idée, et moi je suis très reconnaissant, on avait une réunion au théâtre de l'Odéon qu'on fait chaque année avec les scientifiques, salpêtrière, très très haut niveau, et il y avait une généticienne qui disait ce que je vous disais. Mais elle s'est fait insulter par les généticiens qui étaient là, insulter. Parce que, évidemment, pour les généticiens, leur travail, c'est qu'il faut absolument que ce soit fondamental. Je ne dis pas que c'est pas fondamental, c'est fondamental pour des maladies, il ne faut pas confondre, je ne veux pas tout mélanger ce que je dis, mais c'est fondamental pour des maladies dont on sait qu'elles vont être transmises et qu'elles peuvent entraîner le malheur. Mais faire de notre patrimoine génétique un bricolage, on va retirer ça, on va rajouter ça, là on est dans une naïveté qui n'est pas à l'auteur de l'homme, c'est tout. Le problème, c'est que la France est un pays qui a des lois de bioéthique. C'est très étrange. La France est quasiment le seul pays à inscrire la liberté du don, l'anonymat, la gratuité comme liberté, égalité, fraternité. Alors, on va voir si ça cède. Mais, en tout cas, dans les prochaines années, je pense que même s'il y a des volontés de frapper à coups de gourdin contre ce triptyque, je crois que ça ne changera pas. Je pense que là, il y a en France une espèce de pudeur d'aborder la sexualité dans les écoles absolument unique au monde. Dès qu'on parle d'homosexualité, de phallus, d'érection, les parents se dressent en disant c'est scandaleux, mes enfants ont le droit à l'intimité, ils n'ont pas à savoir comment nous avons fait les enfants. Moi, j'ai lancé une expérience il y a quelques semaines, j'espère qu'elle va marcher, dans des lycées parisiens, parce que j'avais été au Pérou, j'avais été très stupéfait de la façon dont les Péruviens faisaient l'éducation sexuelle. Dans une classe, ils demandaient à 2 élèves, un garçon ou une fille, 12, 13, 14, 15 ans, et ils étaient formés aux questions pendant 2 ou 3 mois, et ensuite on les mettait seuls. Il n'y avait pas d'adultes. Parce que parler de sexualité avec des adultes qui ont leur vie sexuelle, dont ils ont contrôlé, il faut qu'ils soient au même niveau. Et à ce moment-là, il paraît-il, je les ai vus au Pérou, j'ai pu regarder un petit peu, ils étaient frappés de la vivacité des échanges, et ça marchait très très bien. Ils étaient beaucoup plus formés à la sexualité par les pairs que par les médecins, les instituteurs, le professeur de sciences naturelles, tous les euphémismes sur le chou-fleur, le chou, il y a toute une... Et je trouve que la question de l'avortement, c'est la formation sexuelle. Et comme la formation sexuelle elle est faite par la pornographie et par les réseaux sociaux, ben là, on a le résultat de notre inaction de formation sexuelle. À partir du moment où, peu à peu, Jean-Louis Touraine a fait glisser l'idée de stérilité médicale à l'idée de stérilité sociale, tout est dit. Et donc, il y a le mot stérilité. Qu'elle soit médicale ou sociale, même combat, même remboursement, 4 100 € par cycle, 3 cycles, quand même, 20% de chance, quand même. Donc ça fait quand même 14 000 € avec un risque de 80% d'échec. Je ne sais pas en termes de millions d'euros, je n'ai pas fait le calcul général, mais au fond, on est dans une déduction. À partir du moment où la loi dit le droit à avoir un enfant l'emporte sur toute autre considération, et que la stérilité, elle est sociale, et que la médecine doit désormais s'intéresser au social, et qu'il y a des situations sociales préoccupantes, pourquoi la médecine ne s'intéresse pas aux situations sociales, et effectivement, on peut reprocher aussi à la médecine d'être indifférente à la pauvreté. Et à partir du moment où la pauvreté
devient un domaine que le politique n'arrive pas à traiter, ben c'est à la médecine de le traiter, et par conséquent, de, je ne sais pas, trouver un système de remboursement, je ne sais pas quoi. J'étais très choqué, par exemple, de sortir un chèque du ministère de la Santé il y a quelques semaines pour le cancer du sein. Dieu sait si le cancer du sein est une préoccupation redoutable, mais en disant que désormais les femmes auront droit à un remboursement de leur nourriture, de leur activité de gymnastique, de leur physique après un cancer du sein. C'est très bien, mais on pourrait imaginer que d'abord, c'est pas forcément toutes les femmes qui ont envie de faire de la gymnastique et d'aller manger bio après un cancer du sein. Donc il y a une espèce de vision généraliste, démagogique, qui aboutit à ça.